Bonjour, voici la suite du cours de maths que je vous ai préparé. Donc, pour compenser donc les 2 heures, non, les 3 heures à distance. Donc, le de mercredi donc 10 février et le jeudi 11 février. Donc, cette fois-ci, je vais pas en faire beaucoup, puisque ça fait quand même, on avait déjà eu 3 heures à distance et puis avec ces 3 heures-là, donc les matières c'était un tout petit peu condensé, on va dire. Du coup, cette fois-ci, ce que moi je vais faire, je vais essayer de faire un petit récapitulatif entre la forme canonique et la forme polynomiale. Donc cette première partie-là, ça va vous être intéressé, ça va vous être ça va être intéressant pour vous pour préparer donc l'interrogation de vendredi donc 12 février. Euh, Ensuite, on va essayer de faire des problèmes qui sont liés à des fonctions second degré, c'est-à-dire de la page 24 et la page 25. OK? Voilà. Ça, j'ai déjà complété, donc je vais vous expliquer oralement. Donc, vous pouvez aussi prendre note, vous pouvez aussi remplir votre page 23. C'est assez intéressant, qui reprend un tout petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. D'abord, lorsqu'on a deux types d'équations canoniques, c'est-à-dire a fois x moins alpha au carré plus bêta, et polynomiale ax carré plus bx plus c, en fait, quand on a les deux types d'équations, on pourra obtenir des informations qui sont différentes. Par exemple, les coordonnées du sommet, on sait que lorsque j'ai la forme canonique, c'était donné donc par alpha et bêta, ok? Maintenant, si j'ai la forme polynomiale, je peux aussi déterminer donc alpha et bêta, mais il fallait retenir donc ces deux formules. Alpha, c'était donné par moins b sur 2a, et bêta, c'était c moins b carré sur 4a. Ok? Ces deux formules-là sont très importantes à connaître. Et puis, l'équation de l'axe de symétrie, on sait que l'axe de symétrie, c'était toujours donné par le alpha, c'est-à-dire x égale à alpha. Mais là, comme je connais pas le alpha de manière directe, mais je connais cette expression-là, ok? Du coup, x sera égal à moins b sur 2a. Ensuite, la concavité vers le haut comme ici, si A est positif. Et là, le A, il pourrait être ici, le A, il pourrait être là. OK? Donc, si A est positif, donc quand c'était vers le haut, bah, le sommet ici, c'était un minimum. Et le sommet là, quand la concavité est vers le bas, si A est négative, donc le sommet comme la concavité donc, est vers le bas, du coup le sommet ici, c'est un max. OK? Ensuite, l'ordonnée à l'origine, lorsque j'ai l'intersection, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des Y, là, l'ordonnée à l'origine, on aura plus facile de le déterminer lorsque j'ai la forme polynomiale. Ok? Quand j'ai la forme polynomiale, bah, l'ordonnée à l'origine, c'était donné par le terme indépendance C. Et si j'ai la forme canonique et on vous demande de déterminer l'ordonnée à l'origine, là, qu'est-ce qu'il fallait faire? La façon la plus directe, c'est de remplacer le x qui est là, par le 0 et on calcule. Ça, c'est la façon la plus directe. Maintenant, il y a une autre façon aussi, ça je vais vous donner un exemple. Par exemple, si j'ai une équation 2x 2 fois x moins 3 au carré plus, plus 3. J'invente. OK. Imaginons que je voulais avoir l'ordonnée à l'origine, soit je peux avoir la forme polynomiale, c'est-à-dire une première possibilité d'avoir la forme polynomiale. Comment peut-on faire pour avoir la forme polynomiale? Je vais développer ceci, c'est-à-dire 2 fois x moins 3 au carré, donc c'était x au carré, plus 9 moins le double produit 6x, ok, plus 3. Ensuite, le 2, je dois le distribuer, donc 2x carré plus 18 moins 12x plus 3. Et à la fin, 2x carré moins 12, je mets ici, et à la fin 18 plus 3 plus 21. Donc l'ordonnée à l'origine c'était égal à 21. Ok. Maintenant, une autre possibilité, c'est ce que je vous montre ici. Je remplace le x par 0 et je vais calculer ce que je vais obtenir. Donc f de 0, c'est-à-dire
ça c'était égal à f de x, hein, ok? Je remplace x par 0, du coup je vais avoir 2 fois 0 moins 3 au carré plus 3. Donc 2 fois moins 3 au carré plus 3, puisque 0 moins 3 c'est moins 3. Moins 3 au carré c'était 9, ok? 9 fois 2, 18. 18 plus 3, 21. Et je trouve le même ordonné à l'origine. Ce qui fait que, en fait, le plus rapide, c'était celui-là, puisque calculer avec des chiffres où on remplace x déjà par 0, c'était assez facile. Ok? Mais bien sûr, je vous impose rien. Si vous voulez faire comme ça, vous faites comme celui-là. Donc, c'est votre choix. Ok? Je vous impose rien à ce niveau-là. Ensuite, l'intersection avec l'axe de x, c'était donc les racines. Et là, il y a deux racines si bêta et a ont signe contraire. C'est-à-dire, un cas où on va avoir deux racines, c'était quand bêta est négative et a est positive. Ça, c'est un cas où on peut avoir deux racines. Donc, bêta est négative signifie que le sommet se situe dans la zone, oui, j'ai oublié de dire, ici, c'est la zone où bêta est négative. C'est-à-dire, comme bêta est négatif, le sommet, il pourrait être là, 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 il pourrait être où on voulait, mais dans cette zone-là, ok? Et A est positive signifie que la concavité est vers le haut. Donc, peu importe comment je mets mon sommet et quelle est la forme du parabole, on a toujours deux intersections avec l'axe des X. Ce qui fait que quand le sommet est se situe dans la zone négative et A est positif, on peut avoir deux racines. Donc ça, c'est puisque bêta et A ont des signes contraires. Maintenant, si je change un tout petit peu, si bêta est positive, alors là, pour avoir deux racines, il faut que A soit négatif. Pourquoi? Puisque si bêta est on a dit que bêta est positif ici, bêta négatif là. Donc si bêta est positif, les sommets se situent là. Et pour avoir deux racines, nécessairement, il faut que A soit négatif. Puisque quand A est négatif, voilà, on va avoir chaque fois deux intersections sur l'axe des x, deux racines. Ok? C'est pour ça qu'on dit il y en a deux racines si bêta et a ont signe contraire. Ok? Ensuite, il y a une racine si bêta égale à 0. On avait dit que si bêta est positive dans cette zone-là, bêta est négative dans cette zone-là, du coup, au milieu ici, ça, c'est là où bêta est égal à 0. Bêta est égal à 0. Si j'ai un sommet ici, peu importe si A est positif ou négatif, si A est positif, je vais avoir une parabole comme celui-là. Si A est négatif, je vais avoir une parabole qui est comme celui-là. Voilà, je peux avoir des paraboles comme vous le voyez ici, ce qui fait que comme bêta est négatif, peu importe le signe de A, positif ou négatif, on a toujours une seule racine, puisqu'il y a une intersection avec l'axe des x. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y aura une racine si bêta est égal à 0. OK? Et il n'y en a pas de racine si bêta et A ont des signes identiques, ont les mêmes signes. C'est-à-dire, un dernier exemple, si bêta est positive, par exemple, si bêta est positif et A est positif. Si bêta est positif, le sommet se situe là. A est positif, je vais avoir donc une concavité vers le haut. Il n'y a pas l'intersection avec l'axe de X, ce qui fait qu'il n'y a pas de racine, zéro racine. Du coup, si bêta est négative, A est négative, j'ai une sommet qui est là. Par exemple, A est négative, la concavité est vers le bas. De nouveau, pas de racine. Okay? C'est pour ça que si bêta et A ont le même signe, à ce moment-là, on n'aura pas de racine. Voilà. Maintenant, pour trouver des racines lorsqu'on a des formes polynomiales, bien sûr, il y a moyen de faire, mais il faut toujours chercher par alpha et bêta, mais ça, c'était moins important. Vous pouvez barrer ici. Je vais peut-être juste rajouter une petite partie, c'est-à-dire
la forme. Les formes, on pourra avoir normal, pointu ou arrondi. Ok. Normal, quand A, la valeur absolue de A est égale à 1, c'est-à-dire si A égale à 1 ou A égale à moins 1. Donc, c'est pour ça que la valeur absolue de A, peu importe dans quel cas, c'était égal à 1. Ok. Pointu, si la valeur absolue de A, c'était plus grand que 1. Imaginons que A égale, par exemple, A égale à 2, ou A égale à moins 3, ou A égale à 5. Tout ça, ce sont des formes pointues. Même s'il y a le signe moins, mais c'est la valeur absolue que je regarde. Et la forme arrondie, si c'était le cas où la valeur absolue de A est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, par exemple, si A égale à 0,5 ou A égale à moins 0,2 ou A égale à 1 cinquième qui est égal à 0,2 aussi, peu importe. Donc, dans ce cas-là, quand sa valeur absolue est comprise entre 0 et 1, c'était donc la forme arrondie. Ok, ça, cette partie-là, c'est une partie que vous devez connaître pour l'interrogation donc de vendredi. Ça va? Mais l'interrogation de vendredi, il n'y aura pas de problème. Des problèmes, puisque j'aimerais bien encore en faire quelques-uns avec vous en présentiel, mais dans un premier temps, voilà, on va essayer de faire quelques problèmes à distance. Pour faire ces problèmes-là, j'ai besoin de vous proposer un autre type d'exercice que vous devez prendre donc une feuille et vous allez noter donc les énoncés à part. Ok? Par exemple, je pourrais vous demander des choses suivantes, soit f de x égale à 3 fois x moins 5 au carré plus 6. Ok, je peux vous demander par exemple pour quelle valeur de x, pour quelle valeur de x on a f de x est minimal et quelle sera la valeur minimale. Quelle sera la valeur minimale? Ok, donc ce genre de situation-là, c'était assez important donc pour les problèmes. C'est pour ça que je vais faire une série d'énoncés comme celui-là pour d'abord vous entraîner. Donc, déjà, pour répondre à ces deux questions-là, il fallait avoir des idées très claires de la forme du parabole. Donc, la forme du parabole, c'est quoi? On sait que ici, c'est la forme, c'était donc canonique. Du coup, le parabole, c'était donc pour la représenter, pour avoir une idée de l'allure, je sais que le sommet se situe en 5 et 6. Ok, le sommet se situe en 5 et 6. Le sommet se situe là. Ok, et la concavité est vers le haut. Voilà, le graphique, il doit être comme celui-là. Ok, maintenant, pour répondre à la question, pour quelle valeur de x on a f de x est minimum. Pour quelle valeur de x, on a donc x et f de x. Du coup, ben, ça sera pour x égale à 5. Ok, pour celui-là, ça sera pour x égale à 5. C'est-à-dire, ici, le 5, c'était le alpha. Ok, c'était la valeur de alpha. Puisque je sais bien que le sommet ici, c'était donné par alpha et bêta. Maintenant, quelle sera la valeur minimale de la fonction, donc de f de x? Et ici, si je voulais avoir la valeur minimale, ben ça sera f de x, ça sera donc y plutôt, je vais l'appeler y, qui est égal à 6, puisque je sais bien que le minimal, c'était la valeur 6, puisque toutes les valeurs, ça sera plus grand que 6. Ok, donc, la valeur minimale, elle est donnée par le bêta. Ça va? Donc, ça,
c'est un type de question qui est assez important. Maintenant, je vais vous donner une autre énoncé. Imaginons que j'ai moins 0,5 fois x plus 3 au carré moins 5. OK? Et là, je demande pour quelle valeur de x la fonction f de x est est maximale et quelle sera la valeur maximale de f de x. OK? Et pour ça, comme tantôt, hein, on va essayer d'avoir une idée de l'allure de la fonction. Le sommet se situe en moins 3, moins 5. Moins 3, allez, moins 3, moins 5. Donc, avec la concavité qui est vers le bas, ok. Donc, pour répondre à la question, pour quelle valeur de x on a f de x est maximale, f de x est maximale en x égale à moins 3. Et moins 3, c'est quoi? C'était le alpha. Ok. Et quelle sera la valeur de maximale? Quelle sera la valeur maximale de f de x? La valeur maximale de x, le maximal de x, c'était en ce point-là, et sa valeur, c'était donc en y égale à moins 5, puisque toutes les autres valeurs qui se trouvent en dessous de moins 5. OK? Voilà. Ça, c'était un type d'exercice. Maintenant, je vais vous donner une autre. Imaginons que j'ai f de x qui est égal à moins 2 fois x carré plus 3x moins 5. Okay? Là, pour les mêmes questions, quelle sera la valeur de x pour quelle valeur de x on a f de x est maximale et quelle sera la valeur maximale de f de x. Et ici, on n'a pas la forme canonique, mais on peut quand même avoir une idée de l'allure de la fonction. C'est que la concavité est vers le bas. Du coup, on va avoir une fonction qui est comme celui-là. OK? Et on va avoir un maximum pour une valeur de alpha et bêta. Vous êtes d'accord? Ensuite, pour quelle valeur de x, pour quelle valeur de x, on a f de x est maximale, f de x est maximale, on a bien que f de x est max si x égale à alpha. Vous êtes d'accord? Puisque x est là, et comme x est égal à alpha, j'ai le maximal. Et comment on fait pour avoir le alpha? Il faut prendre donc la formule qu'on avait établie ici. Le alpha, elle est donnée par moins b sur 2a, c'est-à-dire moins b sur 2a, puisque j'ai ici donc a égale à moins 2, b égale à 3 et c égale à moins 5. OK? Du coup, moins b, c'est-à-dire moins 3 sur 2 fois a, 2 fois moins 2. Donc, ce qui fait que alpha, c'est égal à donc moins 3 sur moins 4. Ça se simplifie. Je vais écrire en dessous. Donc, moins 3 sur moins 4, c'est-à-dire 3 quarts. OK? Donc, ici, pour répondre à cette question-là, pour avoir le maximal, il faut que x égale à 3 quarts. OK? Maintenant, quelle sera la valeur maximale de la fonction? C'est bêta qu'on va chercher. OK? Et pour celui-là, je vous conseille deux méthodes. Je sais bien que quand je vous propose deux, ça va vous perturber, mais vous devez vraiment juste choisir une des deux, celle qui vous parle. Déjà, pour avoir la valeur ici, je sais que ça, c'est égal à 3 quarts. Bêta, c'était égal à f de 3 quarts. C'est-à-dire, je dois remplacer le x par 3 quarts, c'est-à-dire moins 2 fois 3 quarts au carré, plus 3 fois 3 quarts, moins 5. OK? Et on peut la calculer, bien sûr, si
si vous voulez, voilà, vous pourrez utiliser vos calculatrices. Moins 2 fois 3 divisé par 4 au carré, plus 3 fois 3 divisé par 4, moins 5. Je trouve moins 3,875. Ok, moins 3,875. Ça, c'est une des façons de faire. Je remplace, si je voulais avoir la valeur maximale, je dois simplement, bien sûr, à condition que je connais le alpha, je dois simplement remplacer donc x par la valeur de alpha. Une autre façon de faire, mais oui, j'ai oublié de dire, ça, c'est un petit schéma qui vous montre qui vous donne une idée. On trouve le bêta qui est négatif. Cela signifie qu'en réalité, le graphique, il est comme ça, si vous voulez. Ok? Il est en dessous de l'arc de X. Mais il est au-dessus ici, c'est puisque je voulais juste vous donner une idée. Ok? Mais ce n'est pas nécessairement comme celui-là. Maintenant, une autre façon de faire, ça c'est la façon 1. La façon 2, maintenant, c'est de chercher le bêta avec la formule. Donc, C moins B carré sur 4 fois A. Ok? Et on sait que C égale à combien? Vous voyez pas quand j'écrivais ici en dessous, donc je vais écrire ici à côté. C vaut combien? Bah, C vaut moins 5 moins B carré, c'est-à-dire 3 au carré, sur 4 fois le A vaut moins 2. Ok, je peux calculer ça aussi, c'est-à-dire, je vais faire moins 5 moins 3 au carré divisé par 4 fois moins 2. Je trouve aussi moins 3,875. Ok, du coup, voilà les deux façons qui donnent la même réponse. Je vais vous expliquer pourquoi je vous propose les deux façons. Déjà, avec la première façon, vous n'avez pas besoin de retenir une formule. Avec la deuxième façon, vous avez besoin de retenir une formule. C'est ça la différence. Mais sinon, on trouvera la même réponse. Ok? Un exercice que je vais vous laisser, je vais vous le noter et je vous demande d'essayer et après, vous aurez la réponse dans une autre vidéo. Ok? Je vais changer un petit peu là. Voilà. Pour soit f de x qui est égal à 2x carré moins 8x plus 5, je vous demande pour quelle valeur de x la fonction f de x est minimale. Pardon, je relis la question. Pour quelle valeur de x on a f de x est minimale? Oui. Et quelle est la valeur minimale de f de x? Voilà, pour ces deux questions. Ok? Donc, je vais arrêter la vidéo maintenant et vous allez essayer celui-là et après, vous allez lancer la deuxième vidéo pour la corriger.